Donc bonsoir à tous et bienvenue pour cet apéro at home. Donc comme je vous l'ai expliqué juste avant, l'apéro at home, c'est quelque chose que nous avons développé au premier confinement, donc l'année dernière, pour garder du lien avec nos diplômés. Le but, c'était un peu d'échanger sur les passions et on s'est dit, mais en fait, entreprendre, c'est aussi une passion. Ah mince, Frédéric n'a pas de son. Euh, Bon, je vais continuer, je vais essayer de lui envoyer des messages dans le chat en même temps. Donc, entreprendre, c'est aussi une passion et donc on a décidé de mettre nos entrepreneurs en avant et de leur dédier un apéro at home sur deux. Donc, on en fait deux par mois. Il y en a un qui est passion et un qui est plutôt entrepreneuriat. Et donc, ce soir, c'est Maxence qui va nous présenter son parcours. Donc, je vais laisser la parole à Maxence. Et juste avant ça, je vais vous dire à la vôtre, vous trinquez un petit verre. N'hésitez pas, c'est un événement informel. Vous pouvez poser des questions. Le but, c'est vraiment d'échanger entre vous. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à lui poser. Et Maxence, je te laisse la parole. Merci Manon. Bonjour à tous. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, moi, c'est Maxence Damaré. Donc, je suis diplômé d'HEI là en 2020. Je viens de terminer mon stage de fin d'études au mois d'octobre. Avant d'arriver à HEI, moi, je suis lillois de base. Je suis aussi boxeur pro. J'ai commencé la boxe à 12 ans. À la fin du lycée, je ne suis pas parti directement vers HEI ou un cursus ingénieur. Au début, moi, j'avais un rêve d'enfant qui était de partir dans l'armée. Donc, je suis parti en prépa militaire à Saint-Cyr. Là-bas, on m'a assez vite mis un ultimatum vis-à-vis de la boxe que j'avais pas envie de lâcher. On m'a dit assez rapidement que je pouvais pas faire les deux et qu'il fallait faire un choix. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit que si je lâchais la boxe maintenant, je passerais jamais pro. C'était aussi un rêve qui a grandi au fur et à mesure des combats. Et que par contre, l'armée, je pourrais toujours y retourner plus tard si je voulais. Donc j'ai choisi de quitter Saint-Cyr. On était au mois de novembre à ce moment-là. Ensuite, du coup, j'ai été déscolarisé quelques mois et que j'ai passé que à boxer. Et j'ai fini par trouver le temps un peu long parce que il y avait 2 entraînements par jour, mais entre les entraînements, il se passait pas grand-chose. Et ça inquiétait un peu ma famille de voir que je faisais pas d'études. Du coup, aller chercher un nouveau cursus. C'est là que j'ai découvert la prépa rebond à HEI. Donc en fait, c'est un cursus qu'on peut, si vous ne savez pas, qu'on peut reprendre en cours d'année. En fait, il y a une classe qui a été faite spécialement pour les médecines qui se réorientent en cours d'année et qui permet de rattraper en 6 mois, ou 4, 5 mois l'année et de pouvoir, si tout va bien, aller en deuxième année normalement. Donc, j'ai rejoint cette prépa rebond et ça s'est bien passé. Du coup, j'ai pas perdu d'année dans mon cursus. J'ai pu passer en deuxième année avec tout le monde. Et puis ensuite, du coup, j'ai continué la boxe et les études. On s'est arrangé avec HEI pour que je puisse aller à mes compétitions ou m'entraîner quand j'avais besoin, mais j'ai pas eu besoin non plus de cursus vraiment arrangé. En fait, c'était un peu au jour le jour. Donc, il y a besoin, je demande et si les notes ça va, on accepte. Et je suis passé boxeur pro en troisième année, du coup, au début du cycle G. Enfin, en fin de première année de cycle G plutôt. Et, euh, et voilà, depuis je me suis spécialisé en IT. En cinquième année, je suis allé en entrepreneuriat. J'ai continué les combats à côté. Donc là, je suis à 5 combats pro et 5 victoires. Et, euh, et ensuite, j'ai monté ma boîte à l'issue des études. Donc ma boîte, elle est dans la nutrition sportive. En fait, si vous voulez, j'ai monté Knockout Food, qui est la première boîte de nutrition sportive à faire des compléments alimentaires spécifiques pour les sports de combat. Étonnant. Et donc j'ai choisi de partir là-dedans pour plusieurs raisons. Parce que dans les sports de combat, on a des besoins très spécifiques et on a du mal à trouver sur le marché en fait des compléments qui vont nous aider dans notre pratique quotidienne qui vont être justement adaptés à toutes ces contraintes spécifiques. On a la perte de poids avec une deadline, on a tout ce qui va être les douleurs articulaires, musculaires et osseuses, aussi bien à cause des coups donnés que des coups reçus. On a de l'usure et des chocs, on a tous les problèmes d'hydratation.
Et puis la perte de poids avec Date Limit qui joue pour beaucoup là-dedans et qui entrave aussi généralement les autres contraintes parce qu'on ne mange pas ce qu'il faut non plus pour performer et ne pas se blesser. Et donc, en fait, moi, c'est au cours du cursus HE1, pendant la fin de ma carrière amateur, que j'ai commencé vraiment à me passionner pour la nutrition. Donc, en fait, j'en ai eu un peu marre de ne pas trouver de solution moi-même, de ne pas avoir de réponse quand j'allais dans un magasin de compléments, d'être suivi par des nutritionnistes qui nous disent tout le temps la même chose, mange pas de glucides le soir, arrive à l'entraînement à jeun, enfin voilà, les trucs un peu vieux jeu qui ne marchent pas trop. Les idées reçues qui ont changé en fait, quoi. Et donc j'ai commencé à me renseigner tout seul, à chercher des solutions de mon côté. Au début sur des forums, donc j'ai lu des trucs, j'ai testé, ça a plus ou moins marché, etc. Et au bout d'un moment, je suis quand même arrivé à quelque chose de pas mal. Donc je me faisais mes petits mélanges à la maison, j'achetais des ingrédients à droite à gauche, etc. Et à un moment, je me suis dit, bon là, je veux passer à l'étape supérieure, je veux vraiment être sûr et certain de ce que je fais. Et donc, j'ai suivi une formation en ligne en parallèle d'HEI sur les sciences de la nutrition et de l'entraînement. Donc, en fait, c'est une formation qui a été créée par un bodybuilder néerlandais reconnu mondialement, qui a monté son laboratoire de recherche et qui a énormément de contenu. Aujourd'hui, elle est traduite en française et c'est la formation francophone sur laquelle il y a le plus de contenu basé sur la recherche scientifique. Et donc, c'était vraiment une grosse formation, mais super cool. J'ai appris plein de choses. Au final, j'ai vu que j'étais pas trop dans le faux avec ce que je faisais, mais j'ai pu rentrer un peu plus dans le détail et me faire mes petits mélanges maison encore plus adaptés. Et après, dans le même temps, est arrivée la fin de mes études à HEI, le moment de la recherche d'un stage de fin d'études. À ce moment-là, je ne m'étais pas encore dit que je voulais mettre ce que je me faisais à la maison sur le marché parce que je n'avais pas fait d'études de marché et je pensais à moi, mais pas forcément. Je pensais à moi et ma carrière quoi, plus qu'aux autres. Mais j'avais quand même envie de partir dans l'agroalimentaire pour entreprendre à un moment, mais je ne m'étais pas encore dit que c'était la bonne idée. Et donc voilà, donc je me suis mis à chercher un stage dans des startups innovantes de la food tech. Et c'est là que je suis tombé sur une startup qui s'appelle Algama Foods. Donc Algama, en fait, c'est une boîte qui a levé à peu près 10 millions d'euros depuis 2013 et qui investit beaucoup en R&D pour le développement de nouveaux ingrédients à partir de microalgues. Donc aujourd'hui, sur le marché, ils ont des mayonnaises, ils ont une alternative au lait et ils ont nos KO qu'on a fait ensemble et d'autres marques et également d'autres ingrédients qui vendent en B2B. Mais bon, voilà, je tombe sur leur boîte, sur Welcome to the Jungle, et il n'y avait pas trop d'offres adaptées pour moi. Donc, je tente une offre de stage en développement produit. Je me suis dit, bon, aucune chance que je sois retenu, mais bon, on ne sait jamais. Et la semaine suivante, il y a un des cofondateurs de la startup qui m'appelle, qui me fait, ouais, salut Maxence, pourquoi tu as postulé à ça et tout, c'est bizarre, tu n'as pas le profil, machin. Et moi, je lui fais, ouais, mais je trouvais la boîte intéressante. Du coup, j'ai tenté ma chance et je mets une photo de box sur mon CV. Ça plaît ou ça plaît pas, mais je me dis comment on le loupe pas, quoi qu'il arrive. Et donc, au lieu de se dire hors sujet, il a quand même voulu m'appeler. et, et du coup, je lui ai dit, ouais, je trouvais la boîte sympa, j'ai voulu tenter ma chance. Et il me fait, écoute, t'as bien fait parce qu'en fait, nous, on a pensé à autre chose. On se dit qu'on pourrait avoir plus qu'un stage à te proposer. Et, en fait, tu pourrais venir chez nous en tant que porteur de projet pour qu'on monte une boîte de nutrition sportive ensemble. Et donc là, je suis un peu bouche bée. Je lui fais, je suis chaud. Et on se rappelle la semaine suivante avec lui et Alvin, le CEO d'Algama. Et voilà, on se dit, bon, on va se rencontrer dans quelques mois. Donc, on se rencontre en janvier dernier. Puis, le feeling passe bien et tout ça. Donc, on se dit, bon, allez, on y va. Et du coup, officiellement, pour mon stage de fin d'études, j'étais business developer pour Algama. Mais en réalité, j'étais en train de faire mon étude de marché, de voir exactement quel produit on faisait, etc. Et voilà, aujourd'hui, la société est créée, on va en ligne, on a notre premier produit de récupération qui ressemble un peu à ce que je me faisais tout seul à la maison.
mais qui en fait a été retravaillé par un laboratoire de R&D dans lequel il y a des ingénieurs en biotechnologie, des docteurs en agro. Et donc voilà, c'est qu'on est une équipe plutôt complète. Et bah voilà, on est parti. Hein. Super. Bah, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose d'autre. Sinon, je propose, si tu avais rien à ajouter ou si tu veux plutôt commencer les échanges, je propose est-ce qu'on fasse un petit tour de table. Ouais, carrément. Comme ça, chacun se présente et comme ça, si vous avez des questions en même temps, vous pouvez les poser directement à Maxence. Vous pouvez vous présenter en 2 mots, dire un peu vos promos, dans quoi vous travaillez, ce qui vous intéresse. Et voilà, si vous avez des questions, ça sera le moment de lui poser. Qui est-ce qui veut se lancer? Moi, je veux bien, Emmanuel. Salut. Donc, oui, bonjour. Alors, moi, je suis Emmanuel Bière, je suis HUI 98. J'avais fait à une époque génie électrique. Et puis, je travaille dans le nucléaire. Je dirige une société qui travaille pour le groupe Orano. Donc, c'est une filiale du groupe Orano qui permet en fait d'être présent sur tout le cycle nucléaire, de l'extraction de l'uranium dans les mines jusqu'à la fabrication et puis derrière le recyclage des combustibles usés des centrales. Bah écoute, merci pour ton exposé. Je trouvais ça très très intéressant. Et alors j'avais 2 questions à te poser, mais tu peux faire un tour de table et y répondre après, bien entendu. La première, c'est la curiosité que j'ai quand sur le mail, on avait eu l'information, puis tu l'as répété aujourd'hui, sur le fait qu'il n'y avait pas d'alimentation spécifique pour les boxeurs. Et en fait, aujourd'hui, où on est vraiment dans un monde où tout est possible et puis dans un monde où tout est segmenté, je m'imaginais moi qu'il y avait de la nourriture pour les athlètes, de la nourriture pour les patinages artistiques, de la nourriture pour les boxeurs, etc. Enfin, tous les types de sports. Et du coup, je suppose quand même qu'il y a de la nourriture pour les sports, je dirais, génériques. Et quel est le besoin spécifique d'un boxeur que tu n'as pas retrouvé dans ce que tu cherchais? Ça, c'est la première chose que je te pose comme question. Et puis, la deuxième question, en fait, c'est au final, tu étais entre 2 eaux, là. Tu as bien expliqué que tu voulais vraiment continuer la boxe et que du coup, grâce au cursus HEI, ça t'a permis de le faire. Qu'est-ce qui tout d'un coup t'a fait basculer dans le monde de l'entrepreneuriat? Quel est le déclic qui a fait que, alors que tu aurais pu, je dirais, rester sur une seule ligne de conduite qui était la boxe, uniquement le sport et pas les à côté? Voilà, c'est mes 2 questions. Et encore bravo pour déjà ton parcours, tout ce que tu nous fais rêver à travers ton dynamisme. Et puis merci pour les réponses. Bah, merci beaucoup à toi pour ce compliment et ces questions. Si tu veux, un combattant, il va avoir des besoins particuliers parce qu'en fait, déjà, il a quelque chose dans sa préparation qui n'est pas commun à tous les sports, c'est le fait de devoir faire un certain poids à une certaine date. Donc, tu vois, en général, c'est ce qui se passe en moyenne sur la préparation d'un combat. Un boxeur, il va démarrer sa préparation, il fait 10 kilos de trop. Donc, 10 kilos à perdre. En général, ça veut dire perte de poids drastique et déshydratation à la fin sur les kilos qui restent. Et en général, les combattants, ils ne sont pas encadrés par des personnes qui s'y connaissent bien en nutrition, qui vont leur donner des conseils adéquats, qui vont leur dire exactement ce qu'il faut manger. Et ils vont le faire en fait au détriment de la santé. Donc, c'est plutôt rare finalement de voir un boxeur qui n'arrive pas au poids parce qu'on se débrouille tous pour y arriver. Je connais des mecs qui se déshydratent vraiment de 10 kilos d'eau avant la pesée, quoi. Mais on n'y arrive pas tous en ferme, en fait. On n'arrive pas le jour du combat tous au maximum de nos capacités. Donc, il y avait déjà une première chose à prendre en compte dans le produit, c'est que le combattant, si on lui fournit un complément, en fait, il va falloir lui fournir un maximum de nutriments pour un minimum de calories et lui permettre d'accéder à des nutriments auxquels il n'a pas accès quand il est en restriction calorique vraiment excessive. Donc, par exemple, tu vois, c'est un moment où le mec, il va manger beaucoup moins de fruits, il va manger beaucoup moins de glucides, c'est normal, mais il va manger aussi, du coup, beaucoup moins de pommes de terre. Donc, en fait, tous ces aliments non transformés de base, il y en a plein qu'il va plus consommer pour les sucres, pour les glucides, etc. Mais du coup, il y a aussi plein de micronutriments auxquels il aura plus accès. Donc, il y a déjà un premier objectif de ce côté-là.
ensuite, second objectif, bon, là-dessus, on n'a rien réinventé, c'est l'apport en protéines. Un produit pour un sportif d'une manière générale, il faut qu'il soit riche en protéines pour permettre de reconstruire ce qui a été endommagé pendant le sport en termes musculaires. Sauf que là, nous, on avait un autre prérequis, c'est qu'on veut que toute la gamme de produits soit vegan, 100% végétal. Et le problème des protéines végétales, c'est qu'elles n'ont pas un profil d'acides aminés complet. Et donc, elles ne vont pas être aussi qualitatives en termes d'apport en acides aminés qu'une protéine animale. Donc, nous, on s'est débrouillé pour faire un mix de plusieurs sources de protéines végétales, donc le pois, le riz et la fève, dans un certain ratio, pour justement compléter tout ce profil d'acides aminés, pour en faire une protéine de haute qualité qui sera super bien synthétisée et qui apporte aussi ce qu'il faut, je vais rentrer un peu dans le complexe, mais en acides aminés à chaîne ramifiée, qui vont aider à synthétiser justement ces protéines et à mieux récupérer. Derrière, en fait, on a aussi innové sur le mélange parce que plus que d'être des protéines, en fait, on a fait un tout en un qui va permettre aux combattants de consommer juste ça après l'entraînement, en complément d'un repas s'il a la place pour manger, mais en général, les mecs jeunes, pour récupérer totalement d'un entraînement à l'autre, qui sont toujours plus intenses, mais qui vont aussi l'aider à mieux dormir. Donc pour ça, on a de la spiruline et de la chlorelle qui apportent tout un côté antioxydant, anti-inflammatoire et qui aide au transport de l'oxygène dans le sang. Accessoirement, on ne l'a pas mis pour ça, mais la chlorelle apporte aussi de la lutéine qui aide à la santé oculaire. Derrière, pour tout ce qui va être blessure articulaire et osseuse, là, on a mis un complexe de glycine, de calcium et de vitamine C qui aide à synthétiser la glycine pour permettre de régénérer tous les cartilages, les os et protéger les articulations et les os. Tu vois, moi, la glycine, en fait, c'est le premier truc que j'ai consommé, commencé à consommer tout seul chez moi. Je l'ai acheté en ingrédients tout seul, comme ça. Parce qu'en fait, c'est l'acide aminé qu'on trouve dans le collagène. Et à l'état végétal, on en trouve très peu. Et dans les viandes musculaires, donc comme le blanc de dinde, par exemple, qu'un mec va manger pendant sa diète, on en trouve très peu aussi. Parce que ce n'est pas un morceau qui est gélatineux. Et donc, on en a très peu dans l'alimentation générale, surtout au régime. Et du coup, nous, on en apporte une bonne quantité, même plus que la quantité qu'on consomme en général, même si on n'est pas à la diète, etc., même si on mange que des viandes gélatineuses, et qui vont lui permettre justement de faire face à ses blessures. Moi, j'ai traîné une tendinite à l'épaule pendant 5 ans, jusqu'à en perdre. Enfin, je dis une tendinite, mais on n'a jamais, on a déjà fait des échos, etc. On n'a jamais trouvé vraiment l'inflammation. Mais j'ai une douleur qui revenait tout le temps en fin de préparation, justement, quand je mange plus beaucoup. Et j'ai perdu beaucoup de mobilité du bras. Donc, tu vois, à la place de mettre un vrai crochet droit, je mettais un genre de direct en diagonale. Et ça, c'était vraiment gênant pendant les combats. Consommer de la glycine, ça m'a beaucoup aidé sur ces douleurs. Donc, ça a mis du temps. Hein. C'est pas du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui aide beaucoup. La glycine a aussi des bénéfices sur le sommeil. Donc, elle va favoriser la relaxation et elle va aider à avoir un sommeil plus profond. Et enfin, on a du magnésium qui est là pour apporter de l'équilibre électrolytique, la récupération globale, etc. Aujourd'hui, je comprends que Kinder, c'est allemand. Pardon ? Non, je pense que ce n'était pas dédié à toi. Et voilà, voilà pour la première question. Et la seconde question, pourquoi être parti sur l'entrepreneuriat ? Tout simplement parce que je l'étais déjà un petit peu avant. En fait, un boxeur pro en France, c'est un auto-entrepreneur. On est obligé d'avoir un numéro d'auto-entrepreneur pour toucher notre paye lors des combats. Et on se débrouille. En fait, c'est un gros monde de la débrouille, la boxe. On se débrouille pour trouver des financements, pour trouver des sponsors, pour payer nos combats, parce qu'il n'y a pas énormément d'argent dans ce monde-là et il faut toujours se démerder un petit peu. Et derrière, j'avais aussi commencé à lancer un peu mon activité de conseiller en nutrition, parce que je m'étais dit, c'est un premier pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat. Je voulais tester un peu à ce niveau-là, tester aussi si ce que je faisais, ça ne marchait pas que sur moi. Et voilà. Et puis aujourd'hui, pourquoi pas que la boxe ? Parce que de base, j'ai jamais en fait envisagé de ne faire que ça.
ça a jamais été. J'ai toujours rêvé d'être champion du monde, etc. et tout, mais j'ai jamais eu envie de ne faire que ça. C'est aussi pour ça que j'ai fait HEI. Et aujourd'hui, je me vois encore faire les deux, faire de la boxe et peut-être aussi du MMA, en plus de mon aventure entrepreneuriale. Mais ça passe bien sûr par des moments où je dois prioriser. En ce moment, j'ai pas trop le temps de m'entraîner. La boîte, elle est en accélération, donc je suis focus dessus. Et je m'entraîne un petit peu quand je peux, mais je peux pas préparer un combat, quoi. C'est pas réalisable en ce moment. Mais dans le futur, je vais retourner sur le ring ou dans la cage. Et moi, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu es de la famille de Charles Diers? Bien sûr, c'est mon cousin. Bah, moi aussi. Ah bon? Alors, c'est mon cousin par alliance, il est marié avec ma cousine. Ah, excellent, d'accord, avec Amandine. Ok. Ouais, c'est ça. Ah, super. Le monde est petit. Bon, les petits. Je ne vais pas nous brouiller la parole. J'avais une dernière question. Tu as parlé de vegan. Ouais. Pourquoi pas simplement végétarien? Alors, animal, je comprends, mais pourquoi pas simplement végétarien pour utiliser des blancs d'œufs dont tu as parlé tout à l'heure, qui sont quand même en apport important? Alors déjà, la base du truc, c'est que Algama Foods ne développe que des aliments 100% vegan, cruelty free, etc. Deuxième raison, je suis sensible à l'environnement et tu vois, si je peux arriver à quelque chose qui a la même qualité qu'un ingrédient animal, mais version végétale, et je suis pour. Même si moi je suis pas vegan, je suis flexitarien et je suis quand même sensible à cette cause. Donc c'est plus pour des raisons éthiques qu'autre chose. Et après, je pense qu'en termes de santé et performance, si on fait ce qu'il faut, c'est équivalent. C'est D'accord. équivalent, voire mieux. Parce que tu vois, par exemple, la protéine de lait, les protéines qui sont les plus consommées dans le monde, c'est le numéro un aujourd'hui, la whey sur les compléments alimentaires. Il y en a énormément qui se plaignent de la difficulté à les digérer. Et puis on se le dit, enfin on se le dit tous quoi. Excusez-moi l'expression, mais on se dit tous là ouais ça fait péter. Enfin on le sait et voilà. Et donc moi quand je dis que j'ai un produit vegan, ça parle aussi beaucoup aux gens. En termes marketing, il y a aussi un gros plus là-dessus au niveau des sports de combat. En fait, les combattants, ils sont vachement dans un trip où ils veulent manger naturel, etc. Quand je dis vegan, ça sonne naturel. Bon, ça l'est, hein, les ingrédients sont tous d'origine végétale. Et puis, je trouve que ça permet aussi de sortir un peu de tous ces compléments qui sont hyper aromatisés, qui sont hyper synthétiques, qui ont tous un goût hyper chimique. Une whey goût chocolat, c'est bon la première fois on goûte parce qu'on est étonné, mais on est vite écœuré. Tandis que nous, là, on a fait en sorte de laisser vraiment le goût des ingrédients bruts avec un arôme naturel de vanille en plus et de la stevia pour que ça soit légèrement gourmand, mais assez simple. Merci Maxence, merci beaucoup. Avec plaisir. Du coup, merci Emmanuel pour tes questions. On va continuer du coup le tour de table et les questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer ou sinon je ferai un tour de table. Eh ben, oui, du coup, j'en profite pour prendre la parole. Merci Maxence et puis bonjour à tous. Donc pour ma part, je m'appelle Tom Bertrand, je suis d'HEI 2016. J'ai fait BA, donc bâtiment aménagement architecture. Je suis parti 3 ans dans l'immobilier à Paris, où je travaillais pour une foncière dans les centres commerciaux. À la suite de ça, on a eu une opportunité avec ma compagne de partir à Sao Paulo. Donc j'en ai profité pour un peu plaquer mon job avec lequel j'avais un peu moins d'alignement sur les valeurs, on va dire, pour lancer un projet d'entrepreneuriat à Sao Paulo dans le domaine des forêts. Il s'avère qu'entre-temps, il y a eu le Covid qui est passé et donc on a dû rentrer un peu en urgence. Entre-temps, du coup, je suis rentré en incubation Euratechnologie et j'ai finalement pivoté pour créer Swoop avec un ami. Et donc, on développe des préparations pour boissons pétillantes. L'idée, c'est qu'on fait des sachets de poudre qui permettent de transformer l'eau du robinet en boisson pétillante sans utiliser de machine ni quoi que ce soit. C'est canon. Merci. Avec du coup 2 aspects. Un premier qui est de dire on boit, l'aspect écologique, d'éviter le plastique des boissons. Et il y a aussi une approche plaisir via des arômes. Donc on a différentes versions et une approche nutraceutique
puisque finalement, on utilise aussi des extraits de plantes qu'on va utiliser par exemple pardon, dans les compléments alimentaires avec des extraits de plantes, donc pour avoir des bienfaits sur la santé, donc des eaux aromatisées, détox, énergisantes, toutes des choses comme ça. Donc voilà un petit peu le projet. Et du coup, moi j'avais pas mal de questions aussi de par un peu les parallèles qu'on peut faire. Mais alors après, tu me diras peut-être que tu peux pas forcément répondre sur tous les points, mais j'avais deux grandes questions. La première, c'était est-ce que dans le développement futur, vous êtes plutôt parti pour développer plusieurs produits à destination du coup des sports de combat, ou est-ce que peut-être que le devenir de Noco, c'est de cibler d'autres sports, parce que finalement, comme Emmanuel pouvait le préciser avant, peut-être que celles et ceux qui font du patinage artistique pourraient avoir des besoins spécifiques, etc. Donc voilà, comment tu vois un peu le développement. Et le deuxième point, alors il me semble que que les produits sont sur Internet. Alors j'imagine que c'est peut-être via aussi Algae, via le mode de commercialisation d'Algae, mais est-ce qu'il y a une raison particulière pour Internet, ou est-ce que demain tu envisages peut-être de faire aussi dans le physique? Alors déjà, pour le côté développement de la marque, Nokao, c'est une marque qu'on veut positionner d'abord très très fort sur les sports de combat, parce que en fait on a une opportunité là-dessus, c'est que on n'a pas encore de concurrence directe, mis à part en termes marketing sur du sponsoring d'influence, etc. Mais par contre, côté produit, on est pour l'instant les seuls, et on a aussi en fait la chance entre guillemets du coup de pouvoir avoir un storytelling fort là-dessus, en disant pour des fighters, par des fighters, etc. Et en travaillant tout cet aspect-là. Mais bien sûr, l'objectif final après, c'est de s'étendre sur la nutrition sportive globale, mais tout en bénéficiant en fait de tout le crédit qu'on aura gagné depuis le départ, quoi, avec un positionnement fort, en étant reconnu facilement par une niche. Parce qu'aujourd'hui, si on se lançait sur la nutrition sportive, mais dans le grand bain avec tout le monde, on aurait plus de mal à se faire notre place. Donc voilà, donc là on veut bénéficier de notre positionnement. Donc l'objectif au départ, c'est vraiment de faire des produits pour couvrir tous les instants de la journée du combattant, du réveil au coucher, de pouvoir lui faire consommer en fait des choses qu'il aime, et sans compromis avec le poids ou la performance. Mais derrière, bien sûr, la nutrition sportive globale. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui quand je parle du produit, veulent tester parce que quelqu'un qui court, il a mal au genou, quelqu'un qui fait du crossfit, il a mal au poignet. Et en plus, les crossfitters, ils s'identifient grave comme des combattants. Il y a aussi beaucoup de sports qui sont des outils dans la préparation d'un combat. Donc, l'extension, elle se fait assez facilement. Et quand quelqu'un me contacte, bien sûr, le produit, il est marketé combat. Il a été développé depuis, en mettant le combattant au centre, en fait, mais il n'est pas adapté que pour les combattants. Et la deuxième question, c'était quoi? Plutôt canaux, les canaux de commercialisation. Ah oui, est-ce que Internet full, ou est-ce que, et la raison, entre guillemets la raison, après j'imagine qu'il y en a plusieurs et je peux peut-être pas tout expliquer, mais voilà, dans les grandes lignes, c'est toujours intéressant. Ouais, l'objectif, c'est vraiment de se positionner en pure player du direct au consommateur. Parce que de toute façon, mon public, il est sur Insta, il est sur Facebook, il est vachement sur les réseaux. Les combattants, il y en a plein, c'est des combattants Instagram, donc on va les trouver facilement. Toutes les idoles, on les suit sur les réseaux. Donc moi, je pense vraiment qu'on a l'opportunité de toucher facilement le consommateur sur le réseau. Maintenant, il faut être très bon en termes de messages. Et c'est aussi un moyen aussi de conserver nos marges. Mais derrière, j'ai quand même une stratégie retail, d'abord plutôt sur de la distribution dans des points de vente, des magasins de nutrition sportive ou des salles de CrossFit, j'en ai une déjà. Mais c'est plus de la vitrine en fait. Ouais, okay. Plus de la vitrine. Après, je ne suis pas du tout fermé à des opportunités. On réfléchit aussi à une stratégie de retail dans les grandes surfaces sport, avec des produits plutôt snacking, etc. Mais l'objectif central, c'est vraiment aujourd'hui la vente directe au consommateur. Cool. En tout cas, merci beaucoup pour toutes Merci à toi. toute ton expérience. Et puis encore, je ne sais pas si tu l'as dit, mais du coup, félicitations. Toi aussi, toi, t'en es où dans ton projet? Nous, on va bientôt commencer la commercialisation.
Donc, Ok, trop cool. Deux, trois problèmes techniques à régler, mais ça devrait pas tarder. Ok, et du coup, tu veux le sortir quoi pour septembre? Non, bah, on va essayer de le faire lancer les préventes dans un mois. Pour l'été, les boissons pétillantes, on veut pas rater le créneau de l'été. Tu vas faire un. Ah oui, pour les pétillants, ouais, j'avoue. Tu vas faire un crowdfunding? Ouais, on va viser, ouais, sans doute Ulule. Ouais. Ok, ouais. Ouais, c'est Mais super en tout cas de vous voir évoluer comme ça. En tout cas, Tom, si tu as besoin, là c'est plus, je reprends ma casquette HEI Alumni. Nous, on fait donc on aime beaucoup mettre en avant nos entrepreneurs. Et si tu as besoin de relayer la communication justement pour ta campagne de crowdfunding, etc., n'hésite pas à revenir vers nous. On se fera un plaisir de relayer l'info, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou dans des newsletters, etc. Si tu as besoin avec de plaisir. visibilité, on est là pour ça. Super, non, mais avec plaisir, bah, j'hésiterai pas. De toute façon, j'avais déjà pensé. Là, c'était vraiment l'occasion d'échanger. Et du coup, là, t'es plus Euratechnologie. Si, toujours, on n'a pas encore créé. Mais du coup, on est toujours incubé à technologie. Après, on le restera sans doute aussi. C'est juste que le format n'est plus le même une fois que l'entreprise est créée. Ça implique Hmm. de payer. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas de grosses rentrées et de sorties Ouais, d'argent, c'est on sûr. n'a pas nécessairement besoin de créer, quoi. Mais avec. Enfin, Euratech, là, t'es dans la food maintenant. Ouais. Et pourquoi tu vas pas à Euralimentaire? Ouais, il y a deux grands aspects. C'est qu'historiquement, de par mon ancien projet, en fait, c'était un projet Green Tech de surveillance des forêts via satellite et drone. Et donc, en fait, ils avaient une track Green Tech, AGTech, ce qui Ok, ouais. prêtait bien. Et du coup, j'étais incubé là-dedans. Donc, c'était facile. Enfin, j'ai fait un La pivot un jonction peu était facile. Ouais. la jonction était facile. Il y avait toujours une empreinte côté Green Tech et aussi une empreinte retail que Euratech développe. Il y a un deuxième point qui est plus pratico-pratique, c'est que la technologie est gratuite. Alors, ça implique d'être sélectionné et de passer des étapes, mais c'est gratuit versus sur alimentaire qui est payant. Euralimentaire, c'est de l'avance remboursable en cas de succès. C'est une avance remboursable, ouais. Donc, ce qui Ouais. fait que tu as quand même une pseudo-dette à rembourser qui est bon, qui est pas énorme. Mais à vrai dire, c'était voilà, dans un premier temps, c'était facilité aussi. C'est que bon, on avait Ouais, c'est déjà une déjà là-bas équipe, les aussi. Ouais. coachs et tout ça où on était. Donc, je ne me voyais pas dire, bon, finalement, c'était vachement plus simple en fait et naturel de rester à Euratech. Ok, Donc, voilà. et ta R&D, vous l'avez fait dans la cuisine? Dans ta cuisine? Exactement. On a bu énormément d'eau pétillante. Ma compagne n'est pas fan d'eau gazeuse en plus, elle en peut plus. Donc ouais, ça fait des mois et des mois que je manipule de la poudre avec une balance de précision. Mes voisins doivent se demander si je suis pas un trafiquant de drogue, mais voilà. Et là maintenant, on commence à travailler avec un laboratoire. C'est un peu Ok, plus, d'accord. c'est un peu Et du plus. coup, tu veux justement, pour ta question des canaux de distribution, tu veux vendre en ligne aussi au départ? Ouais, nous aussi, bah, pour un premier sujet de marge, pour aussi être en direct avec les consos, il y a ses inconvénients, mais voilà, on est plus sur ces créneaux-là. Après, on verra peut-être pour développer le physique. Mais bon, c'est toujours compliqué entre se dire on va passer par du retail, justement, par potentiellement des revendeurs ou quoi, où on perd de la marge, enfin, entre guillemets, on perd aussi notre image, on peut se diluer un peu notre image et compagnie. On regarde la chose pour l'instant, mais voilà, on a perdu beaucoup de temps à se dire on va passer avec des grosses boîtes ou dans des grosses enseignes, par exemple spécialisées de la bio ou des choses comme ça. Et en vrai, c'est des conversations de fond et tout ça qui prennent du temps. Et du coup, on se préfère se dire ok, on se concentre sur déjà tester notre marché et au moins on aura des chiffres aussi à présenter, ça facilitera les choses. Donc pour Ouais, l'instant, voilà, on se fait un focus e-commerce et on verra ouais, par la ok. suite. Mais du coup, avec plaisir pour échanger, bah, que ce soit avec n'importe qui peut participer, mais je voudrais pas monopoliser trop la parole, mais parce que je vois que le temps passe. Mais du coup, avec plaisir, même Manon, pour échanger aussi par la suite. Ouais, complètement. Bah, merci beaucoup, Tom. Merci, ben, merci à vous. Et du coup, bah, on va continuer le tour de table. Donc, je ne sais pas si Pierre-Antoine, Rebecca ou Yvan voulaient prendre la parole. Est-ce que vous avez des questions ou juste vous présenter et voilà, savoir nous dire un petit peu ce qui vous intéressait dans le sujet de ce soir. Bah, moi, je vais bien prendre la parole rapidement. Vas-y. Euh, Clara Pierre-Antoine, HUI 2020 aussi, je viens juste de sortir et d'être diplômé. Depuis la fin de mon cursus, de mon contrat alternance, j'ai pas réussi à trouver un emploi d'ingénieur. Et du coup, j'essaye aussi de créer mon entreprise.
mais dans un domaine qui est totalement désaxé par rapport à ce que vous avez parlé tous depuis le début. J'essaie de faire de la conception et fabrication assistée par ordinateur. Donc, j'ai participé à cet atelier plus dans l'optique de rencontrer d'autres personnes qui veulent entreprendre et qui sont sorties d'HEI pour voir un peu leur cursus, mais j'ai pas vraiment de questions par rapport à ton projet, même si c'était très intéressant. Bah, merci, avec plaisir. Et t'en es où du coup dans ta création? Du coup, pour l'instant, recherche de clients, j'essaie de peaufiner ma communication. Ça fait pas énormément longtemps que j'ai décidé de me lancer dans ce projet. C'est venu parce que j'ai commencé à me passionner par l'impression 3D. Je me suis dit, ça commence à coûter cher, enfin, ça coûte de l'argent en électricité, en matière première, donc autant que ce soit rentable à un moment. Donc, j'ai essayé de me lancer. Et donc voilà, recherche de clients. Je rencontre les différents acteurs du développement économique de ma ville. Donc là, moi, je suis sur Châteauroux, je ne suis pas à Lille. Et donc, du coup, j'ai développé mon réseau et j'attends de voir. Donc, je suis toujours un peu entre les deux, entre la recherche de clients et la recherche d'emploi. Ok, d'accord. Et t'essayes pas de rejoindre un programme d'incubation ou quoi? Parce que ça, c'est si tu recherches du contact et des gens avec qui échanger, c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment pas mal. Ben, il y a des pépinières d'entreprises sur Châteauroux. J'ai rencontré l'une des deux pépinières hier. Donc après, pour l'instant, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant d'y rentrer dedans. En tout cas, je sens qu'on va pouvoir je vais pouvoir travailler avec eux. On a déjà évoqué quelques idées pour essayer de me faire connaître et, euh, et pour pouvoir avancer. Donc, j'attends de voir. J'essaie de trouver le bon moment pour vraiment entrer dans ce genre de programme. Ok, d'accord. Bah, félicitations en tout cas. Si j'ai peut-être une toute petite question. Tu disais que tu avais eu une tendinite il y a quelques années, je crois, et que grâce à de la glycine, tu avais réussi à t'en sortir. Moi, c'est pas tout à fait une tendinite, c'est-à-dire que je me suis luxé l'épaule il y a quelques années et comme par exemple hier j'étais au basket et ça m'a fait la douleur s'est réveillée, donc je me suis demandé est-ce que ça permettrait aussi de réduire les douleurs. Ouais, après, c'est quelque chose qui va t'aider plutôt en prévention, tu vois. Moi, la glycine, ça a pu m'aider en fait à avoir moins de douleur que si je ne la prenais pas en période de préparation de combat. Mais par contre, c'est surtout le fait aussi de la consommer dans des périodes où je ne me prépare pas et où je suis pas à la diète, en train déjà de ramer physiquement à cause de ça, que ça m'a beaucoup aidé. Mais ouais, dans tous les cas, ça va plus t'aider que de ne rien prendre. Mais Et du coup, après, si c'est inflammé, jouer dessus, ça va quand même la faire revenir, quoi. Vaut mieux faire une petite pause, prendre de la glycine et retourner tout en continuant la glycine. donc en fait, ouais, il faut intégrer la glycine dans son alimentation de tous les jours. Faut pas faire prendre ça comme un médicament, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est pas. Ouais, c'est ça, faut pas le voir comme une cure en fait. C'est plus comme une habitude à prendre. D'accord, ok. Bon, moi, je te remercie. Avec plaisir. Et puis, bah, bonne continuation pour ton projet. Bah, toi aussi, ouais. Merci. Merci Pierre-Antoine pour tes questions. Rebecca, tu veux peut-être prendre la parole? Je te laisse te Bonjour à tous. présenter. Alors, moi, c'est Rebecca. Je suis en quatrième année. Je suis à 30. Donc, bon, alors, je voulais participer à l'apéro parce que, bon, en fait, je sais pas ce que je voudrais faire après HEI. Donc, là maintenant, je découvre que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un peu, c'est quelque chose de passionnant. Et je me pose des questions et actuellement, je souhaite un peu découvrir. Donc, bon, alors j'ai vu passer, je me suis dit ça pourrait être intéressant. Donc, voilà. Et bon, après, moi, actuellement, je suis apprentie dans une société d'éolienne. Je suis en maintenance éolienne. Donc, voilà, je me dis que c'est pas quelque chose que je voudrais faire toute ma vie, en fait.
Même, surtout que je me dis, c'est hyper intéressant. L'entreprise où je suis, c'est à Villeneuve-d'Ascq. C'est une entreprise magnifique. Mais quand même, je me dis, je pourrais pas. C'est pour ça que j'étais un peu curieuse de voir un peu l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, oui, et merci, merci Maxence pour les explications. C'était très intéressant. Moi d'ailleurs, je suis végane depuis quelques années. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, la nutrition, c'est quelque chose que bah, c'est venu naturellement. Je trouve que c'est très intéressant. Et, voilà, en fait, moi, je trouve que c'est une bonne initiative de s'y mettre. Surtout que que, je me dis que bah, si on peut, pourquoi pas le faire. Voilà. Et bon, et en fait, moi, j'étais curieuse de savoir, surtout, en fait, lorsque tu as lancé ton produit, tu t'es posé la question si tous les, tous les, tous les, comme, tout, tous les gens qui pratiquaient la boxe ou quoi que ce soit, ils pourraient acheter le produit. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'es dit, ouais, je pourrais prendre un peu moins de marge pour que ça soit plus accessible ou vraiment, en fait, parce que du coup, je me dis, plus c'est spécifique, plus c'est cher. Donc ça, je me posais la question si tu as y pensé à ça ou pas vraiment. Ouais, bien sûr. Bah, les combattants, de toute manière, c'est un public surtout qui a un budget. La majorité des gens ne sont pas riches dans les sports de combat, donc il a fallu faire un prix adapté. Après, il faut aussi se dire que, bon, par contre, on n'est pas obligé de brader ce qu'on fait parce que eux, c'est aussi des personnes qui sont prêts à mettre de l'argent sur leur nutrition. Tu vois, vraiment, le cœur de ma cible, moi, c'est les professionnels. Et eux, tout ce qui compte dans leur vie, c'est de performer le jour du combat. Donc, eux, ils mettront le prix, enfin, le prix, tant que c'est raisonnable. Et c'est beaucoup moins cher que d'acheter ces ingrédients à droite à gauche, tu vois, ce que je pouvais me faire chez moi dans des petits volumes, en fait. Et eux, ils influencent bah, tout ce qui gravite autour. Donc, au final, la solution, elle devient assez logique pour tout le monde. D'ailleurs, et je me posais la question, est-ce que c'est fait en France ou pas? Ouais, le produit Made in France. Tous les ingrédients sont sourcés en France, mis à part une protéine qui vient des USA et du Canada. Pour l'instant, c'est pour des raisons de volume, mais dans le futur, on veut que tout soit français. Ouais. Super, bah, merci pour tes questions, Rebecca. Et du coup, on va terminer avec Yvan. Est-ce que tu pourrais te présenter et voir si tu as des questions aussi? Ok, bonsoir. Moi, c'est Yvan aussi. Et je suis en HL4 aussi. Et on est en stage actuellement. Et si je suis là, c'est parce que je suis pas mal intéressé par l'univers de l'entrepreneuriat, tout ça. Et bah, jusqu'ici, c'était assez intéressant et assez inspirant. Donc, je découvre. Bah, Super. merci, ça fait plaisir. Tu sais dans quoi tu veux te lancer? J'aimerais bien faire un truc dans les énergies renouvelables. Un truc dans la green tech aussi, dans cet univers-là. Ok, Encore, cool. encore le temps de trouver tout ça. Bah, super. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas. Du coup, tout le monde s'est présenté. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore une dizaine de minutes devant nous, donc n'hésitez pas. Ouais, moi j'ai une question pour Rebecca. Toi, tu as une idée du coup de ce que tu veux faire dans l'entrepreneuriat? Moi, en fait, il y a tellement de choses et surtout que moi, j'ai l'impression que par rapport à d'autres personnes, je peux devenir passionnée un peu pour n'importe quoi. Du coup, je me dis, je pourrais tout faire. Franchement, par exemple, l'agriculture, je trouve que c'est très intéressant. Si je me dis, j'ai vécu très longtemps au Guatemala, où l'eau n'est pas potable, par exemple, et tout le monde a un filtre chez soi. Et ici en France, je comprends pas pourquoi les gens
ils boivent de l'eau en bouteille, par exemple. Et moi, au début, moi, ils m'ont dit que c'était potable. Je buvais au calme. Et je voyais des gens au supermarché avec des tenants de eau en bouteille. Je pensais, moi, j'achète de l'eau en bouteille pour mes plantes. Parce que du coup, il y a des plantes tropicales qui elles font leur drame avec l'eau de robinet. Du coup, mais moi, je ne comprenais pas. Et ils m'ont dit, bah, en fait, c'est des gens qui ne font pas trop confiance. Et je me dis, bah, ils achètent un filtre, quoi. Et mais ça, par exemple, il y a des petits trucs comme ça que je me dis, ça pourrait être intéressant. Qu'en fait, bon, voilà, par exemple aussi, il y a l'agriculture, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est un peu les agriculteurs, par exemple, ce que la marque C'est qui patron a fait, je trouve que c'est impressionnant. Et, et des fois, je me mets à réfléchir dans ce domaine-là, des petites solutions, mais c'est assez compliqué, c'est assez sensible. Parce que du coup, forcément, c'est pas trop lucratif. Lucratif. Oh, lucratif. Lucratif. Voilà. Voilà, et du coup, il y a ça aussi dans la technologie. Voilà, l'agriculture, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais sinon, il y a des petits trucs que je me mets à réfléchir et voilà. Ok, cool. Super. Ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose juste avant de partir, si vous êtes tous d'accord, de faire une petite photo. Donc, je vais faire une petite capture d'écran. Si vous ne souhaitez pas apparaître, n'hésitez pas à couper votre caméra. Et si vous souhaitez apparaître, n'hésitez pas à faire votre plus beau sourire. Voilà. Donc, je vais prendre la capture. Je vais juste attendre. Parfait, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez une dernière question avant de partir ou... Moi, je me posais la question pour Tom. En fait, c'était quoi exactement ton projet au Brésil? C'était pour un peu sécuriser les forêts, c'est ça? En fait, c'était plus que sécuriser les forêts, c'était d'utiliser. En fait, il y a différentes problématiques au Brésil, mais comme ailleurs, aujourd'hui, on utilise beaucoup En fait, il y a deux principales façons de suivre ta forêt. C'est soit d'y aller, entre guillemets, à pied ou comme tu peux, en tout cas, dans la forêt, et d'avoir une vision très précise sur certains arbres ou des petites portions de terrain. Ou soit après, tu utilises des satellites. Il y a énormément d'outils satellites aujourd'hui qui se développent. Donc, qui permettent plutôt d'avoir une vision assez macroscopique de la forêt. Il existe peu d'échelles entre les deux. Et donc, en fait, c'était de développer un outil qui permette de capter de la donnée de plusieurs outils, donc à la fois des satellites, mais aussi des drones et différents capteurs qu'on pouvait mettre dans les forêts, type des micros ou des choses comme ça, pour à la fois donc, soit surveiller des portions qui peuvent être en danger, ce qui est pas mal le cas au Brésil, mais ce qui est compliqué à faire et qu'il vaut mieux pas trop faire, soit aider les ONG, et c'était le gros des clients que je commençais à approcher et avec qui ça marchait bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de projets qui vont pour replanter des arbres, que ce soit au Brésil, mais un peu partout dans le monde. Et finalement, on s'aperçoit qu'ils plantent des arbres, mais qu'ils ont des fois, alors soit ils n'ont pas d'engagement et du coup, c'est pas une vision très pérenne des projets, soit ils ont des engagements de s'assurer que la forêt prenne de se recréer et compagnie dans le temps. Et dans ce cas-là, ils ont un vrai souci parce que ça prend énormément de temps, ce suivi. Et donc, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont des objectifs de reforestation, mais que dans quelques années, la difficulté, ce ne sera pas de replanter des arbres, mais finalement de suivre le devenir des forêts. Et donc, il y avait un vrai intérêt pour avoir un suivi assez précis. Et après, il y a un troisième type de profil de clients qui sont les exploitations, parce qu'il y a aussi des énormes exploitations forestières. Et donc là, c'est plus dans une logique d'anticiper des maladies ou des stress hydriques ou des choses comme ça pour améliorer les rendements, prévenir les risques. Voilà, il y avait tous ces facettes du projet. Et donc voilà. Et donc en fait, j'étais rentré avec le Covid parce que beaucoup d'ONG ont fait demi-tour, ont fermé les portes, en tout cas pendant un bon bout de temps. Que c'était un peu compliqué dans le pays. Et on avait peur du devenir. Et la suite nous a montré que je pense qu'on a plus ou moins bien fait de rentrer.
qu'on n'avait pas forcément. Moi, j'avais pas forcément la couverture santé qui allait bien. Et donc, en fait, en étant à Euratechnologie, se poser la question de se dire quand est-ce que je pourrais retourner au Brésil pour mener mon projet sans avoir de vision précise sur l'évolution du Covid. Donc, j'avais fait un premier pivot en me disant on va s'attaquer au marché français. Mais les forêts, c'est un marché qui est totalement différent avec une approche aussi. Et donc, ça marchait plus bien. Et c'est pour ça que j'ai complètement basculé de projet. Ok, bah, merci Tom d'avoir partagé ça avec nous. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on s'arrête là. Je vous remercie tous pour votre participation. Il y a Pierre-Antoine qui a dû partir plus tôt, donc il s'excuse. Et j'ai reçu aussi des messages de personnes qui n'ont pas pu se connecter, qui s'excusent de ne pas avoir pu venir. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui étaient là. Et merci beaucoup Maxence pour ta présentation et bonne continuation pour la suite. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.